Donc voilà, donc je vais représenter Aline. Donc bonjour Aline, bonjour à tout le monde. Aline Critville, qui est bibliothécaire système à l'UQTR, qui va nous parler ce matin des licences Creative Commons et des données de recherche. Et Aline, je te laisse la place. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, oui, la présentation s'intitule Licence Creative Commons et données de recherche. Et on va voir que c'est pas si simple. En vrai, je tiens à vous avertir que je vais pas tant que ça parler des licences Creative Commons, mais vous allez comprendre pourquoi. L'autre point que je voulais aborder, c'est que je ne suis pas juriste, ni avocate, ni détentrice d'un quelconque diplôme en droit. Donc, je suis bibliothécaire seulement et je m'intéresse par contre à tout ce qui est au monde du libre accès, par curiosité professionnelle, on va dire. J'ai quand même suivi la formation de certification Creative Commons en 2021, ce qui ne me confère toujours pas des, euh, des études en droit, mais qui me permet de mieux comprendre un petit peu ce monde du droit d'auteur. Donc, les points que nous allons aborder aujourd'hui, on va parler du contexte de l'ouverture des données de recherche et de ce que le libre accès constitue comme opportunité. L'idée, c'est à travers le libre accès, le mouvement du libre accès, d'offrir, de réutiliser des jeux de données ou des œuvres afin d'en créer de nouvelles. On verra le cœur de la présentation va porter sur les données et la question de la propriété intellectuelle autour des données. On passera donc un petit moment sur la caractérisation de l'originalité et ensuite, à travers ça, ben, on pourra parler brièvement des licences Creative Commons. Puis, je vais aussi parler beaucoup de cas. Qu'est-ce qui est protégeable ou pas? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Les licences, elles vont venir que si euh, les données que vous avez sont effectivement protégeables par le droit d'auteur. Donc, c'est comme une sous-question d'une question plus générale sur est-ce que ce que j'ai produit comme jeu de données de recherche est protégeable ou pas par le droit d'auteur. J'aborderai aussi la question des données de l'intelligence artificielle et enfin, j'essaierai de terminer avec un bref résumé sur ce qu'on peut retenir de ce qu'on aura dit aujourd'hui. Donc, pour rappel, le libre accès, c'est proposer un accès gratuit et universel, immédiat et pérenne, avec une présence d'autorisation d'utilisation et de réutilisation. L'accès ouvert ou le libre accès comprend aussi les droits de copier, transmettre, imprimer les œuvres, les publications et de s'en servir de données pour un logiciel. Donc, l'idée, c'est vraiment de... Puis, les licences, c'est des outils légaux qui permettent de justement exprimer ces conditions de libre accès. Le libre accès aussi s'accompagne de principes. On veut que les œuvres produites soient repérables, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc, ces principes sont aussi en accord complet avec ce que permet les licences Creative Commons en matière de réutilisation et d'ouverture des œuvres sous licence Creative Commons. La politique des gestions sur les données aussi encourage beaucoup le fait de mettre vos données en libre accès avec les outils légaux que sont enfin, les licences Creative Commons. Donc, les organismes subventionnaires sont d'avis que les données recueillies par la recherche au moyen de fonds publics doivent être gérées de manière responsable et sûre. Elles doivent aussi, lorsque les obligations éthiques, juridiques et commerciales le permettent, être disponibles pour être réutilisées par les autres. Donc, on parle vraiment de réutilisation. Donc, le libre accès constitue une opportunité pour favoriser la réutilisation des données de recherche, créer de nouveaux jeux de données de recherche, notamment, euh, j'ai mis notamment pour les humanités numériques, parce que souvent on- on pense plus aux données de recherche issues des sciences pures, mais pour les humanités numériques, ça constitue vraiment une opportunité de ce temps-ci avec tout ce qui est fouille de texte, etc. C'est finalement un accélérateur de la recherche. Passons maintenant aux données et propriétés et la propriété intellectuelle. Est-ce que les données sont protégeables? Alors, scoop, parmi les éléments exclus du droit d'auteur, il y a les faits, les idées et les données.
Donc là, je termine ma présentation, puis on peut commencer à discuter. Évidemment, c'est une blague. Euh, alors, les données sont-elles protégeables? Dans le droit d'auteur, les données appartiennent au domaine public. Elles ne sont donc pas protégeables par le droit d'auteur. Mais alors, pourquoi on parle de licence Creative Commons pour les jeux de données ou les données de recherche? Parce que, évidemment, c'est pas si clair. La donnée, il y a un problème dans la loi du droit d'auteur, c'est qu'il n'y a pas de définition claire de ce qu'est la donnée. Euh, pour, euh, pour nous, pour le droit, euh, les jeux de données sont assimilés dans le droit euh, comme une compilation de données. Puis une compilation de données, pour être originale, elle doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent et de jugement. Puis ça va constituer, on va beaucoup se poser la question de, OK, est-ce que mon jeu de données est original? Est-ce que de ce fait, il peut être assimilé à une compilation de données du point de vue du droit et de ce fait être protégé par le droit d'auteur? Et puis pour déterminer ça, pour caractériser son originalité, il va falloir évaluer le degré minimal de talent et de jugement et de travail qui a été mis dans la production, dans le processus de création du jeu de données. On va parler donc de la caractérisation de l'originalité d'une œuvre. Ici, on parle de jeu de données. Donc, au sens de la loi sur le droit d'auteur, une œuvre originale ne doit pas être la copie d'une autre œuvre, ne doit pas nécessairement être créative au sens d'être obligatoirement novatrice ou unique, et repose par contre sur l'exercice du talent et du jugement. Ça a été établi par l'arrêt CCH canadienne contre le barreau du Haut-Canada en 2004 par la juge en chef McLachlan. Et ça n'a pas été remis en question. Ça a été vraiment établi. C'est vraiment l'idée de l'exercice du talent et du jugement dans la création de l'œuvre qui doit être caractérisée. Si on peut la caractériser et la reconnaître, alors l'œuvre est protégée par le droit d'auteur. Et de ce fait, si elle est protégée par le droit d'auteur, alors on pourra lui appliquer la licence qu'on souhaite. Donc, talent, qu'est-ce que c'est que le talent? Donc, la juge, elle continue. J'entends par talent le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l'expérience pour produire l'œuvre. Donc, l'œuvre est le résultat de l'exercice d'une expertise ou de connaissances personnelles qui ne peut être mécanisée. Ça, c'est bien important. Le jugement, j'entends par jugement la faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l'œuvre. Donc, on voit qu'il y a tout un travail intellectuel qui requiert les capacités humaines de l'auteur. Hein, c'est le travail original de l'auteur qui est à la source de, euh, de l'œuvre, du résultat du travail, c'est-à-dire de l'œuvre. C'est un travail intellectuel de sélection, ça se traduit par un travail intellectuel de sélection, d'arrangement, de mise en regard, voire d'analyse, qui résulte pour nous, dans le cas des données de recherche, en une compilation de données, en un jeu de données qu'on qualifiera d'original. Dès lors, ce jeu de données va être protégé par le droit d'auteur. Elle va être reconnue comme une œuvre originale de l'esprit, une expression originale de faits et d'idées. Donc, ce n'est pas les faits et les idées, c'est leur expression. C'est bien important. Par défaut, l'œuvre qui en découle est tout droit réservée pour 70 ans, protégée pour 70 ans après la mort de l'auteur. Mais, comme je disais, on peut accorder des licences plus libres qui ouvrent ces droits. Puis là, on va avoir recours dans le cas du libre accès pour les jeux de données aux licences Creative Commons bien souvent. J'ai mis un avertissement quand même. Il faut quand même savoir et déterminer qui sont le ou les auteurs du jeu de données pour pouvoir s'accorder sur la licence qui va être donnée au jeu de données.
Donc, on part de tout droit réservé à certains droits réservés. Je tiens à souligner le fait que les licences sont encadrées par le droit d'auteur. C'est comme si dans la licence, dans le droit d'auteur, par défaut, la licence par défaut, c'est tout droit réservé, mais on peut choisir d'autres licences. Et donc, on est toujours protégé par le droit d'auteur, mais dans le cadre des permissions offertes par ces licences qu'on choisit. Et donc, on propose, donc on passe de tout droit réservé à certains droits réservés. Donc, il y a 6 licences Creative Commons. Et celles qui sont mises de l'avant par les politiques qui soutiennent le libre accès, ce sont le plus souvent les licences CC BY 4.0 et la CC BY ND. J'aurais dû rajouter 4.0. C'est la version. Il n'y en a pas eu de nouvelles depuis. Elles sont internationales et reconnues internationalement. Plus la licence ça va être restrictive, moins la réutilisation va être possible. Donc, plus vous mettez une licence qui empêche le partage, qui contraint le partage et la réutilisation, moins ça va être possible pour d'autres personnes de la réutiliser, de la modifier, etc. De les modifier, etc. Donc, juste pour rappel, il y a 6 licences, la CC BY, CC BY SA, CC BY NC, donc attribution, pas de commercialisation. CC BY NCSA, donc attribution, pas d'utilisation commerciale et obligation de réutiliser cette licence pour un jeu de données qui aurait été dérivé de celui-ci. Et enfin, la CC BY ND, donc licence attribution, pas de droit de modifier. Et enfin, la plus restrictive étant la licence CC BY, donc attribution, pas d'utilisation commerciale, pas de modification. Euh, pour plus de détails sur chacune des licences, je vous renvoie à la présentation de l'année dernière. Parce que ce n'était pas tant ça l'enjeu, je pense, pour les jeux de données, d'autant qu'on nous recommande quand même l'utilisation de la CC BY en général 4.0 ou CC BY ND quand il s'agit de données pharmaceutiques qui devraient ne pas être changées parce que ça pourrait poser des problèmes après dans une mauvaise réutilisation sur des sujets humains. Il y a d'autres licences qui peuvent être utilisées pour les jeux de données. Ce sont les licences Open Data Commons et d'autres licences pour les bases de données particulièrement. Donc, je vous ai mis les liens. Vous aurez droit à la présentation. Vous pourrez aller regarder ça si ça vous intéresse. Il y a aussi la protection sui generis pour les jeux de données qui ont été créés en Europe et par des ressortissants européens. C'est important parce que si vous voulez réutiliser ce genre de données-là, il faut que vous vous soumettez aux conditions aux conditions de réutilisation qui confèrent cette protection. Donc, c'est une protection qui empêche la copie et la réutilisation des parties substantielles de la base de données pour protéger l'autrice et surtout lui en garantir une exclusivité dans son exploitation. Donc, ça dure 15 ans. Donc, pendant 15 ans, vous ne pouvez pas réutiliser ces jeux de données-là. Sauf évidemment si vous obtenez la permission des deux ou des auteurs. Les conditions pour se prévaloir de cette protection-là, donc c'est uniquement pour les ressortissants de l'Union européenne et qu'il y a une preuve d'un investissement substantiel qui aurait été apporté dans la, la collecte, la vérification et la présentation du contenu dans la base de données. Donc, il faut encore qu'il y ait un caractère original. Alors, les données de recherche, sont-elles protégeables ou pas? C'est encore la question qu'on se pose et qu'on va se poser tout au long de cette présentation. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, quand on les prend ensemble, la gestion de données, les problèmes de gestion de données, les enjeux liés à la gestion de données, du droit d'auteur et des licences associées aux données, ça peut être vraiment compliqué parce que les données sont, il peut y avoir toutes sortes de données. Elles peuvent avoir vraiment des formes multiples. Elles peuvent être très travaillées comme être très brutes.
Donc, on va le voir quand quand on recherche, quand on fait de la recherche, on va travailler à partir de données brutes, mais ensuite, ces données brutes, on va les traiter, on va les retraiter selon des méthodes, selon justement notre expertise, selon nos hypothèses, selon tout un appareil critique scientifique. Et tout au long de ce processus, on va produire des données sur les données. Donc, donc, si les données brutes ne sont pas nécessairement protégeables comme telles, par contre, les données produites à partir de ces données brutes, elles seront protégeables par le droit d'auteur. Si elles ne sont pas protégeables, donc les données vont appartenir au domaine public. Quand est-ce qu'elles ne sont pas protégeables? C'est quand il n'y a pas eu d'intervention originale dans la sélection, l'arrangement ou des corrections apportées, ou bien que ces données proviennent directement de dispositifs d'enregistrement automatisés. Elles seront protégeables, par contre, si on lui reconnaît un degré d'originalité induit par une intervention impliquant une expertise minimale dans la sélection, l'arrangement ou les corrections effectuées sur les données. Donc, tout ce qui est produit à partir des données brutes, somme toute. Là, je le rappelle, là, pour être original, euh, une compilation doit être une œuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui est issue de choix euh, provenant d'un arrangement particulier qui dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Donc, ce qui n'est pas protégeable, par exemple, ça pourrait être un jeu de données généré par un dispositif d'enregistrement automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine. Par exemple, les données sur la qualité de l'eau issues de l'enregistrement d'un dispositif de balise dans l'océan. Là, par exemple, il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous suivez ça? Moi, je suis ça, ça me passionne. Bah, c'est un autre intérêt. Là, le Vendée Globe, c'est une course de voiliers à travers le monde. Et ils ont emporté les skippers ont emporté sur leur bateau des balises pour pouvoir, parce qu'ils passent sur des trajets sur lesquels aucun bateau ne passe. Et donc, ça permet aux scientifiques d'aller récupérer les données sur des euh, zones inaccessibles. Donc, ils ont déposé des balises et ces balises vont enregistrer des données sur la qualité de l'eau des océans, la teneur en plastique, etc., etc. Puis ces données-là, elles sont pas protégeables. C'est des données publiques, c'est systématique. Elles sont pas traitées. Elles sont juste enregistrées. Bien sûr, le dispositif a été paramétré pour pouvoir enregistrer un certain type de données, mais ce paramétrage est automatisé. Donc, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a des données originales. Et ce qui fait que tous les scientifiques qui s'intéressent à la qualité de l'eau des océans vont pouvoir travailler sur ces données-là issues de ces balises. Ce qui est protégeable, par contre, ça va être le jeu de données issu du travail de traitement et de sélection mené par des scientifiques à partir des données enregistrées de ces balises. Donc, les données modifiées, traitées, arrangées, sélectionnées selon l'expertise et le jugement du ou des scientifiques sont alors protégeables par le droit d'auteur. Et ce traitement ne peut être mécanisé. J'espère que tout le monde me suit sur les distinctions et sur l'importance de la caractérisation de l'originalité. Maintenant, je vais parler de cas. Donc, il y a plusieurs cas qui permettent de voir un petit peu les. Parce que des fois, quand on schématise, on a l'impression que c'est simple, puis on se retrouve devant un cas réel, puis on se dit, ah, finalement, c'est pas si simple de dire si ma base de données dans laquelle j'ai mis beaucoup, beaucoup d'efforts est originale ou pas. Est-ce que mon jeu de données est original? À partir de quand mon jeu de données devient original? Donc, par exemple, prenons le cas de. C'est des cas connus, hein. Je veux dire, il y en a parmi vous qui doivent les connaître déjà, là. Donc, la fameuse, le fameux cas de Toronto Real Estate Board versus contre le commissaire de la concurrence. Donc, le litige, c'était que euh, le Toronto Real Estate Board avait créé une base de données d'annonces immobilières.
un listing d'annonces immobilières. Et le Bureau de la concurrence euh, souhaitait que ces données soient publiques. Évidemment, la compagnie a dit, mais non, ce jeu de données est protégé par le droit d'auteur. J'ai pas à révéler, j'ai pas à rendre publique cette base de données. Alors la question, c'est est-ce que cette base de données se qualifie comme œuvre protégeable par le droit d'auteur? Donc, si on analyse euh, le cas, donc si on essaye de caractériser l'originalité de la base de données, il était établi qu'aucune personne ne pouvait témoigner de l'agencement des données. Donc, on ne pouvait pas établir de talent. On peut reconnaître une intervention seulement minimale d'un tiers pour corriger des erreurs dans la base de données, ce qui ne confère aucun talent dans la réalisation de cette base. Le contrat entre les différentes parties, c'est-à-dire les gens qui ont fourni les informations à la compagnie, qui évoquent un droit d'auteur, ne constitue pas une preuve de l'existence d'un tel droit. C'est pas parce que dans votre contrat que vous dites que attention, ce que vous faites, c'est protégé par le droit d'auteur que ça l'est pour de vrai. Hein, ça- si on vous poursuit, il va falloir quand même établir la preuve que c'est vrai, effectivement protégeable par le droit d'auteur. Ensuite, les données qui ont été fournies par les membres, par les clients, sont téléchargées quasi instantanément. Donc, on parle d'une opération très mécanique. Il n'y a pas d'effort, de jugement, de sélection, d'arrangement particulier. Et le fait que la base de données soit conforme à certaines normes ne lui confère pas non plus un degré de jugement particulier, un effort intellectuel ou une expertise quelconque. Donc, le verdict, hein, comme vous y attendiez, c'est que le listing d'annonces immobilières ne relevait pas du tout euh, de la protection du droit d'auteur parce que s'agissait plus d'un exercice mécanique de compilation que d'un exercice de talent et de jugement pour établir cette compilation. Maintenant, un cas un peu plus complexe parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte. C'est une base de données sur des données sismiques de terrain. Donc là aussi, c'est un cas connu. C'était l'équipe géophysique, le service géophysique contre les corporations pétrolières, les corporations pétrolières en Canada, etc. Le litige, c'est est-ce que les données sismiques qui ont été collectées, compilées par GSI peuvent être considérées comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur. Alors, la description de la base, c'est des données sismiques brutes de champ ou des données sismiques magnétiques et gravimétriques brutes, des données de navigation liées à la sismique, des données sismiques traitées et retraitées, une sélection, agencement, compilation de données sismiques brutes traitées et retraitées, les productions et reproductions de données sismiques sous diverses formes, sur divers supports, etc. Des interprétations, des dérivations et traductions de données sismiques et des documents de données sismiques connexes. Donc, on voit ici le côté protéiforme du jeu de données. On a autant des données brutes que des données traitées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit que la base de données, elle n'est pas protégeable parce qu'il y a des données brutes ou est-ce qu'on considère seulement le côté des données traitées? Là, on rentre un peu dans les subtilités, mais c'est des subtilités qui sont très importantes du point de vue du droit d'auteur. Donc, l'analyse qui a été faite du caractère original de la base de données. JSI a apporté des preuves pour établir le fait que que sa base de données pouvait être une œuvre protégée par le droit d'auteur. Elle indique que le matériel sismique est une compilation d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique au sens de la loi sur le droit d'auteur parce qu'elle a été créée par l'intervention de compétences et de jugements humains à l'aide d'ordinateurs, parce que ces données sont fixées sur des bandes CD, clés numériques et qu'elles sont affichées
sous la forme de sections sismiques interprétables par des géophysiciens. Donc, on parle de traitement de données ici. Et que, il y a des témoignages d'experts scientifiques qui ont été impliqués dans la création du matériel sismique qui appuient cette version du fait qu'il y a eu effectivement l'exercice d'un talent et d'un jugement dans le traitement des données brutes. Mais les corporations, elles, soutiennent que la création des données sismiques est un exercice purement mécanique et que l'expression de l'idée qui en résulte est limitée par les pratiques courantes de l'industrie. Donc, il n'y a, selon eux, pas euh, d'originalité. Et en plus, ils veulent faire appel à l'utilisation du régime régulatoire pour copier les données sans demander de permission. Ça, c'est un peu une nouveauté dans ce cas-là par rapport au cas précédent. Le verdict, donc la juge a dit que selon elle, GSI avait un droit d'auteur complet sur ces données brutes, mais que le régime régulatoire s'applique. Parce que, en fait, le régime régulatoire, ça permet de réduire la protection du droit d'auteur dans certaines circonstances. Euh, et c'est c'est considéré comme une exception au droit d'auteur. Donc, même si la base de données était protégée par le droit d'auteur, il y a une autre loi qui a interféré, qui s'applique parce qu'elle est plus spécifique que la loi générale du droit d'auteur. Et donc, c'est ce que la loi de droit d'auteur prévoit aussi. Elle prévoit des exceptions et là, ça en fait partie. Et qu'il faut faire attention aux exceptions du droit d'auteur. C'est pas parce que c'est protégé par le droit d'auteur que qu'il n'y a pas d'exception à cette protection. Donc, ici, on est en face d'un conflit de règles de droit. Donc, lorsque deux règles de droit sont en conflit, c'est vraiment la règle spécifique ici, la réglementation des ressources naturelles et le régime régulatoire qui l'emporte sur la règle générale du droit d'auteur. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce cas précis de conflit de règles de droit, je vous ai mis le lien vers un billet de blog d'un juriste qui s'est penché précisément sur cette question. Un cas 3 aussi qui est assez célèbre, le cas du bottin téléphonique. Est-ce que un bottin téléphonique peut être considéré comme une œuvre originale du point de vue du droit d'auteur? Le litige, c'est que la compagnie Face a copié les informations du bottin de la compagnie Rural et Rural poursuit Face pour infraction au droit d'auteur. Donc, selon Rural, son bottin, c'est une compilation de données originales. Son originalité se caractériserait par l'effort et l'investissement humain mis dans la création de cette compilation. Et Feist, lui, remet totalement en cause euh, le degré d'originalité dans la mise en forme d'un bottin téléphonique, bien que l'exercice soit laborieux. Le verdict, c'est que, bon, ça se passe aux États-Unis, juste pour information. Donc, c'est un arrêt de la Cour suprême qui a établi que les compagnies de téléphone n'ont pas de droit d'auteur sur les bottins téléphoniques parce que le droit d'auteur protège la créativité et pas l'effort uniquement dans le travail de collecte de ces informations existant déjà dans la forme collectée. Donc, il n'y a pas eu de retraitement des données. Le fait qu'elles soient mises par un ordre alphabétique ne constitue pas un degré d'originalité et de talent et de jugement suffisant pour établir l'originalité du bottin et donc du, du fait que ça puisse être une œuvre protégée par le droit d'auteur. Le cas 4, c'est le donner sur les premiers peuples. Ça, c'est particulier aussi. C'est ici. Donc, et ça, c'est dans les politiques de gestion des données de recherche. Vous devez être au courant. C'est que conformément au concept de l'autodétermination autochtone et dans le but de soutenir les communautés autochtones à mener des travaux de recherche et à établir des partenariats avec l'ensemble du milieu de la recherche, les organismes subventionnaires reconnaissent que les données relatives à la recherche menée par et avec les Premières Nations, blablabla, doivent être gérées conformément aux principes de gestion des données élaborés et approuvés par ces collectivités et selon le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Donc là, on est hors cadre euh, habituel pour les autres jeux de données.
Puis, je vous invite, si vous êtes curieux et que ça vous intéresse, cette question de la euh, souveraineté des données, de la décolonisation, à euh, visionner la présentation de Peter Lucas Jones sur la conservation de la langue maori en Australie et le pourquoi il a décidé de ne pas utiliser de licence Creative Commons pour leur, leur banque de données sur l'oralité des langues maoris. Parce qu'ils ont fait tout un jeu de données, enfin, ils ont fait une banque de données euh, orale, audio, de la langue maori pour pouvoir conserver cette langue. Et ils ont décidé, et ils expliquent pourquoi, ils ont décidé de ne pas la mettre sous licence Creative Commons. Ce que je trouve très intéressant de voir pourquoi on ne voudrait pas ça et qu'est-ce qui explique les motivations. Et enfin bref, tout ce contexte-là, parce que finalement, c'est le contexte qui est très, très, très important ici. Non, ça, je vais le passer. Le cas de la réutilisation de données par l'IA, ça, c'est un autre enjeu dont on discute beaucoup en ce moment. C'est le problème de l'entraînement des modèles IA sur des œuvres protégées par le droit d'auteur. Il faut savoir ça existe les licences pour la fouille de texte et les données concédées par les éditeurs. Donc, même si votre jeu de données ou vos textes ou vos œuvres scientifiques sont protégés par le droit d'auteur, il est frais. Il existe cette exception-là pour la fouille de texte. Et si, de toute façon, il n'y a pas de telle licence, en tout cas aux États-Unis, ils peuvent avoir recours à l'utilisation équitable aux fins de la recherche. Donc, ils établissent que entraîner les modèles d'intelligence artificielle, c'est pour faire avancer la recherche. Et donc, dans ces cas-là, ça marche. La position de Creative Commons par rapport à la réutilisation des données et même des œuvres protégées par le droit d'auteur, et notamment par leur licence CC BY, etc., qui favorisent le partage et la réutilisation sans euh, avoir recours à une permission écrite des créateurs. Euh, Elle est quand même intéressante. Euh, Évidemment, il soulève les mêmes enjeux pour les œuvres protégées réutilisées par l'intelligence artificielle, à savoir que ça peut poser problème, qu'il y a des considérations éthiques liées à l'intelligence artificielle et donc qu'il faut faire attention à ça. Et ils ont édicté 7 principes qui devraient, selon eux, encadrer cette réutilisation des données euh, dans l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Tout d'abord, ils veulent établir le fait, il y a 7 principes. Donc, l'importance de pouvoir réutiliser, étudier et analyser des œuvres existantes afin d'en créer de nouvelles, ça, c'est important de garder ça en ligne de mire. Que il est nécessaire qu'il y ait une collaboration pour pouvoir exprimer ses préférences concernant l'utilisation des œuvres des auteurs pour entraîner les modèles IA. Ça ne doit pas se faire nécessairement sans- que ça ne doit pas se faire à l'aveugle, sans consentement, etc. Qu'il faut toujours faire attention à la protection des données personnelles à travers ces processus d'entraînement. Euh, que l'utilisation équitable ne pourrait se faire valoir que pour des fins non commerciales, qu'il doit être possible de révoquer l'utilisation d'œuvres pour entraîner l'IA, donc que les gens puissent dire non, je considère que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on utilise mes œuvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner l'IA, qu'il y ait repartage des bénéfices de l'IA qui a été entraîné par les biens communs euh, auprès du public, donc un principe de réciprocité. Et que pour asseoir ce principe de réciprocité, il faudrait qu'il y ait plus d'investissement public dans ces infrastructures pour éviter que tout se concentre aux mains de compagnies privées. Ça, c'est évidemment, c'est des principes haut niveau, mais c'est quand même intéressant
de voir que il y a des enjeux, puis il y a des souhaits par rapport à ces enjeux pour éviter des dérives. Maintenant, parlons de la licence. Admettons qu'on soit en phase de licence creative, de jeu de données qui soit protégeable par le droit d'auteur. On se rappelle que la licence ne peut être choisie que par les détenteurs du droit d'auteur, hein. Alors, si, par exemple, et là c'est important aussi de définir qui sont les auteurs. Il peut y avoir un auteur, mais il peut y en avoir plusieurs, surtout dans le cas de collaboration scientifique. Donc, il faut que tout le monde soit en accord. Aussi, quand on travaille dans une équipe de recherche, c'est pas forcément la personne qui est l'auteur, c'est la personne qui subventionne. C'est par exemple le chef d'un groupe, chef, le, j'ai pas le mot en tête, mais le directeur d'un groupe de recherche qui va avoir le crédit, qui va être considéré comme le créateur et non l'assistant de recherche. Et encore une fois, il y a un autre aspect, c'est que si le jeu de données est fait dans le cadre d'un travail pour un employeur, c'est l'employeur généralement qui est considéré comme l'auteur, à moins ce qui est d'une clause spécifique dans le contrat de travail de l'employé vis-à-vis de l'employeur dans le cadre de ce genre de, de production. Est-ce qu'on veut mettre Alors, une fois qu'on a établi ces choses-là, qui est l'auteur, qui sont les auteurs, comment on va s'accorder pour ça? Il faut s'accorder sur quoi? Sur est-ce qu'on veut mettre des restrictions au niveau de la réutilisation et du partage? Est-ce qu'on a des obligations? C'est-à-dire, est-ce que on doit respecter une politique de fonds subventionnaires? Auquel cas, même si on voudrait mettre des restrictions, on pourrait peut-être pas les mettre et devoir mettre son jeu de données sous licence Creative Commons CC BY. Est-ce qu'on veut soutenir l'opportunité du libre accès? Et on se rappelle qu'évidemment, le choix de la licence ne va s'appliquer que ce qui est protégeable par le droit d'auteur. Donc, on peut réutiliser des. Maintenant, si on est dans le cas de je ne crée pas un jeu de données et je ne veux pas le licencier, mais je veux réutiliser des données de recherche. Donc, si les données sont dans le domaine public, réutilisation sans restriction. S'il n'y a pas de licence libre, il va falloir requérir, obtenir la permission du ou des auteurs. Ce qui, évidemment, quand on ne fait pas de licence libre, on établit un frein à la diffusion et la réutilisation. Et on peut évidemment réutiliser les données de recherche si les licences libres de type Creative Commons sont appliquées sur le jeu de recherche qu'on veut utiliser et qu'elles nous permettent cette réutilisation ou le type de réutilisation qu'on veut faire. Donc, à retenir, ce qui est important, là, on s'intéresse à la base de données ou à la compilation. Euh, Dans le droit, on parle de compilation. Donc, c'est ça notre objet ici. On s'intéresse à son originalité, à l'originalité de ce qui a permis l'originalité du travail, le jugement, le talent qui a été mis pour compiler les données. Euh, Ensuite, en termes de propriété intellectuelle, si celle-ci est établie, qu'elle puisse, et que donc la compilation peut être effectivement protégée par le droit d'auteur, on pourra choisir des licences Creative Commons pour favoriser la réutilisation et le partage. On peut aussi avoir recours à d'autres licences libres qui pourraient être plus adéquates par rapport à la nature du jeu de données qu'on a. On fera aussi attention à la protection sui generis si c'est un jeu de données issu de ressortissants européens. Il faudra aussi faire attention au fait que le droit d'auteur reconnaît des exceptions. Donc, même si c'est protégé, vous pouvez tomber sous le coup sous le coup, façon de parler, là, mais quelqu'un pourra quand même réutiliser votre jeu de données à utilisation restreinte si, euh, si il tombe dans le cadre de certaines exceptions, comme l'utilisation équitable ou l'utilisation d'une loi plus spécifique, comme on a vu avec le cas des données sismiques. Donc, c'est du cas par cas. Il faut vraiment savoir qui détient le droit d'auteur, notamment l'histoire des employeurs, employés, vérifier les contrats à l'embauche. Et
Donc voilà, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous pouvez toujours mettre la licence que vous voulez dans le doute. Puis, si c'est protégeable, ben, la licence va s'appliquer. Mais s'il est établi parce que quelqu'un vous poursuit ou ou il y a une poursuite quelconque et que le jugement dit que c'était pas protégeable, ben, ça ne sera pas protégeable et ça relève du domaine public. Donc, il n'y a pas de mal à mettre une licence même si on n'est pas sûr. C'est ça mon point. Donc, ma présentation est finie. Si vous avez des questions, je serais ravie de les entendre. Je vais juste prendre un moment pour te remercier beaucoup, Aline. Avant de passer à la période de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, si vous nous regardez en ligne, bonne journée. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, on se reparle dans un instant.